aidant quand on accompagne une personne en situation de handicap. Donc vous avez entendu le petit mot recording in progress, ce qui veut dire que cette conférence va être enregistrée en vue de son replay et que donc si vous ne souhaitez pas figurer, n'hésitez pas à couper vos caméras si vous ne voulez pas être capté et pensez à couper aussi vos micros. Voilà, ce qui évitera les bruits de fourchette qu'on a eu auparavant. Donc, Anne Malouli donc, va répondre à la question et ça fera une bonne vingtaine de minutes, je pense, d'intervention. Et ensuite, on aura Estelle Marchand du département du Val-de-Marne, qui est chargée de projet soutien aux proches aidants dans ce département, qui présentera les solutions en matière de santé au niveau du département du Val-de-Marne. Et puis ensuite, le temps qui restera sera consacré à vos interventions. Ce qu'on vous demandera, c'est de poser vos questions sur le chat. Comme ça, ça fera gagner du temps pour essayer de répondre à un maximum de ces questions. Donc, on va passer une heure ensemble. Je vais commencer par vous présenter le collectif Je t'aide. Donc, le collectif Je t'aide, il a été créé en... Alors, on vous a fait pour rappel une définition de ce qu'est un proche aidant. Donc, les proches aidants sont toutes les personnes aux liens étroits et stables, résidant ou non sous le même toit que la personne, là où les personnes qu'ils accompagnent, les personnes aidées, et ils lui viennent en aide de manière régulière, fréquente, à titre non professionnel, c'est important de le souligner, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. J'ajouterai aussi du soutien moral, du soutien psychologique, voire du soutien financier, qui ne figure pas sur cette définition. Donc j'en reviens au collectif Je t'aide. Collectif Je t'aide qui a été fondé, non, il y a les chiffres clés sur les aidants. Je pense qu'on peut... Les aidants, c'est 11 millions de personnes. Voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter, Sigrid, s'il te plaît, pour que je parle du Oui, collectif? pardon. Alors on revient sur les chiffres, ça fait un peu brouillon tout ça, je suis désolée. Donc 11 millions d'aidants, c'est important juste de rappeler que les statistiques manquent cruellement depuis la dernière statistique qui était celle de la DREES en 2008, il me semble, et qu'il n'y a pas vraiment de dénombrement des proches aidants depuis cette date-là, ce serait bien de mettre les choses à jour. Les aidants, c'est en majorité des femmes, c'est pas une grosse majorité, mais ce qui est important de souligner, c'est que plus l'accompagnement de la personne aidée est lourd, même si j'aime pas trop ce mot, et en tout cas contraignant, et plus ce sont des femmes qui s'y consacrent, et 60% des aidants sont en activité professionnelle. Voilà. Pour les 30% restants, ça ne veut pas dire qu'ils sont à la retraite, ça veut dire que aussi, très souvent, ils ont été obligés d'arrêter de travailler, de démissionner. Tu peux passer, Sigrid. Voilà. Donc, les missions du collectif Je t'aide, elles sont de trois ordres: défendre et améliorer les droits des aidants, pardon, par un travail de plaidoyer, rendre visibles les aidants, transformer la société. Je vais peut-être plus insister sur ce dernier point parce qu'on a sorti il y a peu de temps notre stratégie 2026-2029 qui est vraiment axée sur cette transformation de la société parce que tout ce qu'on va faire pour donner la parole aux aidants, les visibiliser, ce qui fait partie des deux missions précédentes, tout notre travail de plaidoyer, je crois, va s'organiser autour de cette idée d'une société plus inclusive en essayant de construire des passerelles avec tous les acteurs de l'écosystème autour des personnes aidées. Au collectif Je t'aide, on considère que bien accompagner une personne vulnérable, c'est de toute façon mieux accompagner et soulager la personne, le proche aidant qui est à ses côtés. Donc, le collectif Je t'aide, il est constitué de structures dont vous voyez la liste s'afficher sous les yeux. Et puis surtout, il est constitué de membres physiques, une trentaine à l'heure actuelle. C'est vraiment important de souligner que le collectif Je t'aide, il a jusque dans sa gouvernance des proches aidants. C'est un fait depuis janvier 2023. En janvier 2023, que le collectif a décidé de s'ouvrir aux proches aidants physiques et surtout
ce qui est important aussi, certes, il s'est ouvert en 2023 aux aidants physiques dans la gouvernance, mais depuis ses origines et jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer, le collectif a toujours eu une méthode de travail collaborative sur le principe du rien pour nous sans nous. C'est toujours des proches aidants qui sont consultés pour les plaidoyers, pour tout ce qui a été fait dans le cadre du collectif en termes de plaidoyer, de manifeste, voire même pour concevoir les campagnes, pour les thématiques des JNA, ça a toujours été fait avec les proches aidants et pour les proches aidants. Donc on parlait du travail de plaidoyer. Des plaidoyers, il y en a eu plusieurs. Donc moi je pensais pas parler plus particulièrement aujourd'hui du plaidoyer 2018 pour dire que dès 2018, le collectif Je t'aide s'était emparé de la thématique de la santé des proches aidants avec un plaidoyer dédié que vous pouvez toujours télécharger sur le site du collectif Je t'aide, rubrique plaidoyer, avec cette année-là, en 2018, une JNA dédiée à la santé des aidants. Et je passe encore 2 minutes, je pense qu'il me reste un tout petit peu de temps sur sur cette étape-là, parce que 2008, c'est vraiment une année importante en termes de statistiques, parce que c'était la première fois qu'on se penchait sur cette question de la santé des aidants en essayant de ressortir, en allant demander aux aidants comment la santé pesait, comment l'accompagnement, l'aide pesait sur leur santé. Et pour un quart, donc il y a un baromètre qui a été réalisé en 2018 sur un échantillon c'était 2000, j'ai noté ça, 2007 personnes, 2007. Et donc pour un quart des personnes interrogées, les danses enfin ils ont déclaré que les danses avaient un effet négatif sur la qualité de leur sommeil, leur vie sociale, pour 30%, une grosse fatigue liée à les danses. 31% affirmaient délaisser leur propre santé à cause de leur rôle d'aidant, et près d'un quart, pardon, déclaraient avoir été obligés de reporter des soins les concernant. Donc, les principaux problèmes rencontrés par les aidants tels qu'ils ont été exprimés dans cette étude en 2018, dans ce plaidoyer, c'était du stress, sommeil perturbé, douleur physique, douleur articulaire, douleur de dos, enfin, tout ce qu'on connaît et ce que peut-être beaucoup parmi vous connaissent déjà. Et 6 ans plus tard, dans le baromètre 2024 qui a été réalisé en collaboration avec le collectif Je t'aide et l'Institut BVA, c'est toujours les mêmes problèmes qui revenaient. 40% des personnes interrogées déclaraient ressentir de la fatigue mentale et émotionnelle, 33% de la fatigue physique. Voilà, pour donner quelques pistes qui vont être explorées derrière, exploitées derrière. Voilà, donc ce que je voulais enfin préciser, aussi, c'est que le collectif GTED participe à une très très grande étude de santé menée par la Mutualité française et pour essayer d'y apporter la voix des aidants. C'est une étude qui a porté sur 80 000 personnes et vous pouvez consulter les premiers résultats sur le site santé.fr. Enfin, c'est États généraux de la santé. Et vous pourrez retrouver ça facilement sur Internet. C'est important parce qu'on y participe et on va essayer de porter votre voix. Et des ateliers, des webinaires comme celui qu'on fait aujourd'hui sont importants aussi pour lire vos questions, voir ce que vous avez envie de faire remonter sur la santé. Voilà, j'en ai fini sur cette diapo. Donc ça, bah, c'était vous présenter brièvement les campagnes d'affichage qui sont menées par le collectif Je t'aide dans le cadre de la sensibilisation et de la visibilisation qu'on tente de donner à la question des proches aidants. Donc là, vous avez un aperçu de toutes les campagnes qui ont été menées, dont une qui n'est pas forcément la plus sympathique en termes d'image, parce que c'est vrai que les visuels étaient compliqués, mais c'était celle sur la fatigue des aidants, mais t'es passé trop vite, Sigrid, mais c'est pas grave. Et ça, c'est la dernière, à l'occasion de la JNA 2025. On a mené une campagne d'affichage qui a été une grande réussite parce qu'on a essayé de vous solliciter tous sur les réseaux sociaux et vous êtes extrêmement nombreux. Il y en a peut-être parmi vous aujourd'hui à avoir participé, à vous être collé le post-it sur la tête et à avoir fait remonter aussi ce jour-là des questions que vous vous posiez, l'absence de solution, d'avoir fait remonter votre vécu. Et ce qui est important de souligner, c'est que on va pas en rester là, puisque tout ce qui est remonté à l'occasion de cette campagne digitale
va être relayé dans un manifeste sur lequel on va travailler et sur lequel vous pourrez travailler, puisque on va vous envoyer, si vous êtes membre, vous aurez une convocation à un atelier de travail sur le manifeste qui sortira avant l'été. Voilà. Et qui va relayer certaines choses qui sont remontées lors de cette campagne. Voilà. Juste pour dire que au collectif Je t'aide, quand on vous demande de participer, on en fait quelque chose. Il y a un vrai matériau qui est remonté et on va l'utiliser. Et vous êtes, you're welcome. Voilà. Bah maintenant, je crois que la parole est à Anna Loli pour répondre à cette question. Comment prendre soin de ma santé quand je suis aidant de personnes en situation de handicap? Bonjour à tous. Alors, je vais juste me présenter brièvement. Moi, je suis un médecin peut-être un peu atypique parce que je suis médecin généraliste et gériatre et j'ai aussi un master 2 en sciences sociales. Et je vous dis ça parce que c'est un peu tout ça, je pense, qui m'a ouvert des œillères. Et c'est exactement comme Christine disait. Moi, je suis convaincue que accompagner les aidants, ça améliore la prise en charge de nos patients. Et comme j'avais constaté un besoin non couvert dans l'accompagnement des aidants, il y a 10 ans, je me suis dit que j'allais devenir entrepreneur social pour créer une entreprise qui serait partenaire des organisations qui voulaient agir concrètement pour les aidants. Et donc, enfin voilà, Altemis, c'est une structure qui fait monter en compétence les professionnels, alors les aidants professionnels et les professionnels dans les entreprises, qui outille les entreprises employeurs pour qu'elles sachent mieux accompagner les salariés aidants et puis qui facilite le développement de nouveaux services pour les aidants avec pour objectif de faciliter le rôle des aidants. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de la santé des aidants. Et déjà, on va peut-être commencer par pourquoi prendre soin de soi finalement, avant de parler du comment. Et souvent, j'aime bien prendre comme image l'image de la voiture parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Moi, je suis euh, enfin, assez convaincue que notre corps, c'est un véhicule formidable, comme si on avait été livré à la naissance avec un véhicule, enfin une vraiment très belle voiture, très performante, avec plein d'outils super sophistiqués. La seule difficulté, c'est qu'elle est livrée sans mode d'emploi. On en reparlera. Mais comme pour une voiture, pour qu'elle fonctionne bien, il ne faut pas oublier de faire des révisions régulièrement, puis de refaire le plein aussi, parce que jusqu'à présent, on n'a encore pas trouvé de véhicule qui pourrait rouler en permanence sans jamais refaire ni le plein d'essence ou recharger les batteries si vous roulez en électrique. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc l'idée, c'est de bien entretenir le véhicule pour pouvoir le faire tenir sur la durée. Parce que le rôle d'aidant, on sait quand il commence, on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Donc il faut pouvoir assurer sur la durée. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que en tant qu'aidant, vous êtes toujours hyper impliqué par rapport à la santé du ou des proches que vous accompagnez. Il n'y a pas de souci, vous êtes hyper performant là-dessus, vous êtes focalisé sur la santé de vos proches, vous rateriez jamais aucun rendez-vous. Par contre, pour votre santé à vous, ouais, c'est perfectible. Donc, comme la charge de travail et la charge mentale sont lourdes, il faut se garder en tête que pour durer dans le temps, il va falloir aussi prendre du temps pour soi. Et c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, mais prendre du temps pour soi vraiment pour prendre soin de soi, pour être à l'écoute de ses propres besoins, parce que ils sont au moins aussi importants que les besoins du proche que vous accompagnez. Parce que si vous écoutez pas vos besoins, vous cassez et vous accompagnez plus. Donc le calcul est pas bon. Je veux bien que tu avances, Sigrid, il y a une animation. Euh, donc voilà, j'ai mis une petite batterie hein, pour vous rappeler qu'il faut prendre le temps de recharger ces batteries. Et puis, voilà, pour tenir sur la durée, il va falloir tenir compte à la fois de ses limites physiques et de ses limites psychiques. Hein, parce que quand on devient aidant, il est écrit nulle part qu'on est obligé de tout faire. Il y a des choses, peut-être vous dites ça, c'est compliqué pour moi de le faire. J'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et c'est OK. Alors vous allez me dire, des fois, c'est pas possible, mais enfin, c'est important aussi de pouvoir exprimer ce qui est compliqué pour soi sur le plan psychique et qu'on préférerait ne pas faire. On a le droit d'exprimer ses limites. Et puis, donc, on va voir après comment on prend soin de soi. Pour,
pouvoir un petit peu se poser, se dire, bah tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à mes limites? Il y a des outils qui existent. Vous connaissez peut-être l'échelle de Zarit. Alors, je sais que Sigrid n'aime pas le mot, mais c'est une échelle de mesure du fardeau des aidants. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et puis, il y a d'autres outils qui existent aussi pour vous permettre de prendre un peu de la hauteur par rapport à votre situation et savoir où vous en êtes. Vous pouvez regarder, par exemple, l'édentomètre. Alors, je ne sais pas si l'édentomètre, c'est une marque déposée parce que j'en ai vu plusieurs. Il y a aussi l'échelle de l'édent de la MSA, enfin, voilà, enfin, en tout cas de Bulder de la MSA, qui permettent un peu de se poser des questions et de se dire, ben, et moi, où j'en suis par rapport à mes limites? Est-ce que je tire pas un peu trop sur la corde? Maintenant, on va parler de comment on prend soin de soi, parce qu'on dit tout le temps aux aidants, il faut prendre soin de vous. Oui, mais concrètement, en fait, comment on prend soin de soi? Je veux bien la diapo suivante, Sigrid, s'il te plaît. Alors, je vous disais, hein, la charge mentale et la charge physique, déjà, enfin, il y a des études hein, qui ont été faites sur les populations d'aidants et qui montrent que ça a des répercussions sur votre santé. Il y a un risque de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil. Le risque de dépression est aussi majoré chez les aidants. Il y a des douleurs physiques, on l'a dit tout à l'heure. Et s'il y avait que ça serait déjà très embêtant. Mais moi, en tant que médecin, ce qui m'embête encore plus, c'est le report ou le renoncement aux soins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aidants qui se disent ah bah pour ma santé, on verra ça plus tard, ou alors on verra pas du tout parce que je laisse carrément tomber et je ne fais pas parce que soit j'ai pas le temps, soit parce que c'est trop compliqué en termes de logistique par rapport à l'organisation pour mon proche, donc je ne fais pas. Et ça a des vraies répercussions en santé publique. Et on peut avancer, le risque d'épuisement des aidants est réel. Ah oui, j'ai mis plein d'animations. Sigrid, je suis désolée, du coup, il y en a encore une derrière. Voilà. Du coup, c'est vraiment important pour éviter d'en arriver là, parce qu'un aidant épuisé, c'est un aidant qui n'aide plus. Donc, enfin, tout ce que vous avez fait comme effort pour accompagner peut être réduit à néant si vous êtes complètement épuisé. Donc, il faut y faire attention et notamment être à l'écoute des signaux. On va regarder la slide suivante. Je reprends mon parallèle avec la voiture. En fait, je vous disais que vous aviez une super voiture, enfin, un super véhicule, mais bardé de capteurs et qui vous envoie plein de signaux. En fait, votre corps vous parle en permanence. Et il faut savoir être à l'écoute des signaux. Et la difficulté avec le fait qu'on n'ait pas été livré avec le mode d'emploi, c'est que chaque modèle de véhicule est différent et que les signaux vont pas être les mêmes pour chaque personne. Donc il y a des personnes qui vont se sentir fatiguées, il y en a certaines qui vont un peu attraper tout ce qui passe. Allez, quelqu'un a un rhume, c'est pour moi, une angine, c'est pour moi. Enfin, toutes les petites infections qui traînent, c'est pour moi. Il y en a qui vont avoir des douleurs, des maux de tête, des maux du dos et tout ça. Ou l'appareil digestif aussi et la peau sont des organes aussi qui parlent, qui peuvent parler très fort. Et tout ça, ça peut être des signaux que vous envoie votre corps pour dire, oh, peut-être que tu tires un peu trop sur la corde en fait, hein. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ce que vous dit votre corps parce que votre corps vous parle en permanence. Il y a encore une animation ouais, qui redit voilà, ce que je voulais vous dire là. Donc voilà, soyez à l'écoute de vos signaux parce que, encore une fois, votre véhicule vous parle. Donc comment on prend soin justement de son corps? Il y a, alors, on pourrait parler de pléthore de choses, mais j'ai essayé de lister quatre points qui me paraissent importants. Slide d'après. Donc, déjà, tout ce qui est hygiène de vie, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, tout ce qui est prévention, tout ce qui est se soigner, c'est-à-dire prendre le temps de consulter et de se soigner, et puis être à l'écoute de sa santé mentale. Juste par rapport à se soigner, hein, évidemment, quand on devient aidant, on peut devenir aidant à un moment où on était en bonne santé, et puis on peut aussi être aidant à un moment où on a déjà des problèmes de santé, donc il y a quand même un vrai enjeu à rester en forme. Donc on va regarder un peu sur ces quatre points-là. On va déjà commencer par l'hygiène de vie. Et notamment, on va commencer par tout ce qui est activité physique. Donc, slide suivante.
Sur l'activité physique, je vais vous rappeler les recommandations, en fait, les recommandations de l'ANSES en particulier, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on dit activité physique, on ne vous dit pas sport. Les médecins, ils ne veulent pas que vous fassiez du sport. Si vous en faites, tant mieux. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez de l'activité physique. Et en fait, la différence, c'est que le sport, c'est une sorte d'activité physique, mais l'activité physique, en fait, c'est vraiment tous les mouvements que vous allez pouvoir introduire dans votre quotidien qui font que vous allez augmenter la dépense énergétique au-dessus de votre dépense énergétique de base. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est plutôt au repos, on va dire, hein. Enfin, en tout cas, on ne bouge pas trop. Et pour autant, on consomme de l'énergie parce que notre cœur bat, on respire, notre cerveau fonctionne, etc. Et puis, on a aussi la digestion en cours. Donc, tout ça, ça brûle de l'énergie. Et en fait, l'activité physique, ça va être tous les mouvements qui vont faire qu'on dépense plus que cette énergie de base. Et dans les recommandations, en fait, il y a quatre types d'activités physiques qu'il faut essayer d'introduire au fur et à mesure de la semaine. C'est-à-dire, un, déjà de l'activité physique cardio-respiratoire. Ça, c'est tous les mouvements qui font que vous allez augmenter le rythme cardiaque. Hein, ce qu'on veut, c'est pas forcément que vous soyez tachycarde, mais c'est que vous ayez une fréquence cardiaque qui augmente un petit peu par rapport à votre fréquence de repos. Donc ça peut être des activités comme la marche, le vélo, la natation, enfin voilà, tout ce qui fait que votre activité physique, enfin votre fréquence cardiaque va augmenter un peu. Ensuite, il y a toutes les activités de renforcement musculaire. Donc ça, c'est tous les mouvements que vous allez pouvoir faire qui vont renforcer vos muscles. Et ça, c'est important parce que je reprends ma casquette de gériatre là. Vos muscles, déjà, c'est ce qui vous permet de rester debout. Et puis quand on avance en âge, c'est un petit peu triste de le dire, mais on devient plus gras et moins musclé. C'est comme ça. Il y a une autre répartition qui se fait dans le corps et donc c'est important d'entretenir la masse musculaire pour pouvoir maintenir l'autonomie. Donc il faut mettre un accent particulier sur le renforcement musculaire. Le troisième type d'activité physique qu'il faut introduire dans le quotidien, c'est les exercices d'équilibre. Et ça, c'est pas toujours des choses auxquelles on pense. Et puis enfin, le quatrième type d'activité physique qu'il faut pareil introduire dans le quotidien, c'est des exercices de souplesse. Donc vous voyez, en fait, dans les recommandations, on vous dit il faut qu'il y ait ces quatre types de mouvements-là, enfin en tout cas ces quatre types d'activités-là. Et je vous ai mis un petit tableau dans la slide suivante pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, en fait, d'introduire ça dans le quotidien. Vous voyez, par exemple, pour tout ce qui est cardio-respiratoire, on a parlé par exemple d'une marche plutôt rapide, hein, pour que si vous marchez à pas de sénateur et que votre rythme cardiaque n'augmente pas, bon, c'est pas inintéressant, mais on veut quand même que votre fréquence cardiaque augmente un petit peu. Donc ça peut être une marche rapide et par exemple, ça peut être aller faire vos courses à pied plutôt que de prendre votre voiture. Voyez, ou s'arrêter deux arrêts avant et puis finir son trajet quotidien à pied, par exemple. Si vous êtes des fondus du ménage, ce qui n'est pas mon cas, ça peut être aussi les travaux ménagers. Mine de rien, quand on passe l'aspirateur, en général, enfin voilà, si on y met un peu de vigueur, ça augmente le rythme cardiaque. Et puis, si c'est plutôt une activité sportive qui vous plaît, ben voilà, par exemple, ça peut être la natation, j'aurais pu mettre la course à pied, le vélo. Ben voilà, vous voyez que il y a différents moyens de mettre ça dans le quotidien. Pour tout ce qui est renforcement musculaire, bah, ça peut être des choses très simples, encore une fois, dans le quotidien. Le jardinage, ça augmente le renforcement musculaire. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est une façon de renforcer ses muscles. Et puis, quand vous êtes assis pendant longtemps, bah, ne serait-ce que se mettre debout à partir de la position assise, vous voyez, je vous fais la démonstration en direct, vous voyez, faire des levées 1, 2, comme ça, pendant 10, 12 répétitions régulièrement, c'est des petits moyens de faire du renforcement musculaire. Par rapport à l'équilibre, bah ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est très facile aussi à mobiliser, qu'on peut faire un peu partout. La seule limite que je vous donnerai par rapport à ça, c'est on ne fait jamais des exercices d'équilibre au milieu d'une pièce. Hein, on fait ça toujours à côté de quelque chose où on peut se tenir parce qu'on ne sait jamais. Donc vous pouvez par exemple essayer de temps en temps de tenir debout sur une jambe, puis de voir comment vous y arrivez, hein, par exemple de compter jusqu'à 10. Si vous vous dites oh, 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 trop facile,
Eh ben, essayez de le faire, mais en fermant les yeux, puis on voit si c'est toujours aussi facile, hein. Donc ça, c'est un petit moyen de travailler l'équilibre. Le vélo, c'est aussi une façon de travailler l'équilibre. Ou alors marcher en suivant une ligne. Alors, je ne vous conseille pas trop de le faire dans la rue parce qu'on pourrait se demander ce que vous faites, mais si vous avez du carrelage par terre, ça marche très bien. Vous pouvez essayer de marcher sur les lignes du carrelage, un pied devant l'autre, comme ça. C'est des petits moyens simples de travailler l'équilibre. Et puis tout ce qui est souplesse, ça va être par exemple du yoga, du golf, des exercices d'assouplissement spécifiques comme du stretching. Donc voilà, c'était pour vous montrer que c'est pas forcément quelque chose d'hyper contraignant dans votre emploi du temps où vous avez à vous dire ah mince, il faut que je case un créneau activité physique. Non, non, en fait, vous pouvez essayer de distiller un peu d'activité physique un peu partout dans votre quotidien pour en fait mettre plus de mouvement dans votre quotidien. Ensuite, on va parler un peu d'alimentation. Ce que j'ai noté déjà, c'est prendre le temps de manger, parce qu'il y a certains aidants qui me racontent qu'en fait, ils sont tellement occupés avec leurs proches qu'en fait, ils prennent même plus le temps de s'asseoir à table pour manger vraiment. Enfin, ils grignotent par-ci, par-là, ils sautent des repas, donc il faut déjà s'accorder le temps de manger. Et puis, il faut manger sainement. Alors, manger sainement, c'est un vaste programme. On n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais je vous ai mis en photo, et puis j'ai mis le lien dans la description, il me semble. Je ne sais plus si j'ai mis le lien, je vérifierai, mais enfin, si je l'ai oublié, je vais le remettre. Je vous mets un petit guide que je trouve très bien fait, qui est un guide qui a été édité par Santé publique France sur le site mangerbouger.fr, qui s'appelle 50 petites astuces pour manger mieux et bouger plus. Et là, je vous ai mis l'arrière du bouquin qui est un petit peu, on va dire, un résumé de bonnes pratiques pour manger sainement, mais tout le guide est vraiment très bien fait. Si vous avez jamais eu l'occasion de le consulter, je vous le recommande. C'était quelque chose que je distribuais beaucoup à mes patients quand j'étais encore en activité clinique. Donc voilà, il me plaît beaucoup ce guide-là. Je vous ai dit aussi que dans l'hygiène de vie, il y avait tout ce qui était sommeil. C'est pareil, là, sur un webinaire aussi court qu'aujourd'hui, j'aurais pas le temps de rentrer dans le détail par rapport au sommeil, parce que je serais capable, parce que je le fais pour des professionnels, de vous faire une formation de 2 jours sur le sommeil. Donc, vous voyez que le sujet est très vaste. Par contre, je vous ai mis un lien vers mon blog. C'est un article que j'ai écrit sur le... Enfin, il y en a deux en fait, hein. Je vous ai fait un article sur des conseils pour bien dormir et il y en a un deuxième d'article qui vous explique comment fonctionne le sommeil. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant pour, bah, voilà, pour mettre en application les conseils pour dormir, de savoir déjà comment fonctionne le sommeil. Enfin, d'un point de vue physiologique, là encore, c'est de la belle mécanique. Enfin, moi, je trouve ça, enfin, je trouve que le sommeil, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant, enfin, très, très bien foutu, encore une fois. Enfin, moi, je suis assez admirative du fonctionnement du corps en général et le sommeil. C'est une physiologie assez particulière. Donc voilà, si vous mettez le mot-clé dormir, vous trouverez aussi l'article sur le sommeil un peu plus loin, mais si vous mettez le mot-clé sommeil, vous allez tomber tout de suite sur l'article qui vous explique comment fonctionne votre sommeil. Donc ça, c'était des petits outils pratico-pratiques que je voulais vous donner par rapport à l'hygiène de vie, on va dire. Et je voudrais maintenant vous parler de prévention. Parce que, en fait, il existe 3 types de prévention. Il y a tout ce qui est prévention primaire, c'est quand on arrive avant un événement ou avant une maladie. Donc, c'est par exemple les conseils santé qu'on va pouvoir mettre en application pour éviter de tomber malade. Alors, je sais pas, par exemple, on vous dit il faut arrêter de fumer, il faut manger sainement. C'est aussi, par exemple, tout ce qui est vaccination, puisque là, on est dans la prévention d'une infection qu'on pourrait attraper. Donc, vous voyez, la prévention primaire, c'est tout ce qu'on va pouvoir proposer avant de tomber malade. Et donc, ça, c'est intéressant dans l'optique de, justement, si je suis encore en bonne santé, de ne pas tomber malade pour pouvoir accompagner mon proche. Maintenant, il y a aussi le fait que bah, je suis peut-être malade et je ne le sais pas encore, ou j'ai déjà une maladie quand je commence à aider. Et là, on rentre plutôt dans ce qui est prévention secondaire ou prévention tertiaire. La prévention secondaire, c'est quand on fait des actions qui interviennent juste après le développement enfin, ou l'apparition d'une maladie. Typiquement, c'est par exemple le dépistage.
Donc, vous voyez, toutes les campagnes de dépistage qu'on vous propose sur le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le dépistage du cancer colorectal, etc., on est sur de la prévention secondaire. En fait, on essaye d'intervenir suffisamment tôt pour pouvoir vous proposer une solution curative à cette pathologie que vous venez de développer, enfin, qui existe depuis peu de temps. Et puis, la prévention tertiaire, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter les récidives ou les complications de maladies qui sont installées. Donc là, plutôt des pathologies chroniques. Je vous donne un exemple. Si vous êtes diabétique, eh ben, c'est hyper important qu'on continue à faire un suivi régulier de votre diabète et notamment qu'on s'assure qu'il soit bien équilibré pour que vous évitiez toutes les complications qui peuvent arriver tardivement sur un diabète. Donc c'est important de se faire suivre par l'ophtalmo, par le cardiologue, etc. Voilà, vraiment dans l'optique d'éviter les complications. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, pour rester en bonne santé, que ce soit en prévention primaire, en prévention secondaire, en prévention tertiaire. Et pour faire tout ça, eh ben, écoutez, il faut continuer à se faire suivre notamment avoir un suivi médical régulier. Alors, je vous montre un petit guide, c'est un des liens que j'ai remis sur les ressources. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit guide-là, mon journal santé des dents, c'est l'assurance retraite qu'il a mis en place avec l'aide de l'association Avec nos proches. Et je trouve qu'il y a un truc assez intéressant, page 17, il y a «Je fais mon point santé». Et ça peut être intéressant de temps en temps de se dire, bah tiens, oui, moi j'en suis où sur ma santé? Est-ce que je suis à jour bah, justement sur tout ce qui est par exemple prévention primaire? Est-ce que je suis à jour sur mes vaccins, des choses comme ça? Voilà, ça vous, un peu comme l'échelle de Zarit ou les dentomètres, ça vous oblige à un peu rendre un peu de hauteur, et puis notamment sur votre santé, vous dire, bon, là, c'est vrai que j'ai peut-être un peu négligé ça ces derniers temps, où j'en suis. Et moi, je vous invite à consulter régulièrement, notamment tout ce qui est consultation systématique, même si c'est des choses des fois qu'on n'aime pas trop, hein. Donc, le médecin généraliste, c'est minimum une fois par an. Le dentiste, je dis ça pour le dentiste, parce qu'en général, le dentiste, on n'aime pas trop, mais c'est minimum une fois par an. Le gynéco, si vous êtes une femme, pareil, il va vous donner la périodicité. Enfin, voilà, ne pas oublier vos rendez-vous systématiques. Et si j'ai un conseil à vous donner par rapport à vos rendez-vous, notamment chez le médecin traitant, c'est de prendre des rendez-vous individuels, c'est-à-dire des rendez-vous pour vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aidants qui vont chez le médecin généraliste avec leurs proches, mais là, je reprends ma casquette de médecin généraliste. Quand vous allez comme ça en consultation avec votre proche, alors déjà, c'est pas forcément évident de parler de vous et de parler de votre ressenti, aussi bien physique que émotionnel devant le proche que vous accompagnez. Mais en plus, en général, la consultation, elle va être focalisée sur votre proche parce qu'encore une fois, vous aussi, vous êtes très focalisé sur sa santé à lui. Et grosso modo, on va faire trois quarts de la consultation pour votre proche et puis, allez, un bon jour, un quart de la consultation pour vous. Et vous, ça va? Oui, ça va. Tac, je vous renouvelle le traitement et voilà. Donc c'est trop court. En fait, il vous faut une consultation rien qu'à vous, où vous pouvez vraiment faire un point sur votre santé rien qu'à vous. Donc si vous avez le même médecin traitant que votre proche, ou même si vous n'avez pas le même médecin, mais que de temps en temps vous allez avec votre proche, essayez quand même de prévoir des rendez-vous qui ne soient centrés sur vous, parce que vous êtes important et votre santé, elle est aussi importante que celle du ou des proches que vous accompagnez. Il y a des consultations de prévention dédiées qui existent. Je vous ai mis par exemple les consultations qui sont proposées par les centres de prévention Agir Carco. Alors les centres de prévention Agir Carco, ça fait plus de 20 ans qu'il y en a partout sur partout sur la France. C'est des consultations gratuites qui peuvent être proposées. Alors c'est que pour les personnes qui sont affiliées à Agir Carco ou qui ont un ayant droit affilié à Agir Carco, donc des gens qui travaillent plutôt dans le secteur privé. Donc, c'est des consultations gratuites que vous pouvez refaire tous les 3 ans. En principe, elles sont réservées à des personnes de plus de 50 ans, sauf pour les aidants. Si vous n'avez pas encore 50 ans, mais que vous voulez faire un bilan de prévention, c'est possible, parce que la GIRCARCO s'intéresse aux aidants depuis longtemps, et c'est un bilan qui dure 2 heures. 1 heure, alors, avec un médecin gériatre, parce qu'on parle du bien vieillir, enfin de la préparation du bien vieillir, et 1 heure avec un ou une psychologue.
Donc, pareil, je vous ai mis le lien dans les ressources parce que, enfin, là, je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai été médecin d'un centre de prévention à Gircarco pendant 3 ans, donc je connais bien le contenu des consultations. Je trouve que c'est, même si vous êtes bien suivi par votre médecin généraliste, jamais un médecin généraliste il pourra prendre 1 heure complète pour refaire un point sur tout ce qui est prévention. Donc, c'est une consultation qui est intéressante. Alors après, peut-être qu'Estelle vous donnera d'autres, il y a peut-être d'autres consultations de prévention qui existent aussi sur le Val-de-Marne, mais ça, en tout cas, ça existe un peu sur toute la France. Et pour ceux qui sont éloignés des centres, ça peut se faire en visio. Il y a aussi un autre dispositif que je n'ai pas noté là, mais dont je vous parle, qui est assez récent, c'est la MSA qui a mis ça en place, ça s'appelle Instant Aidant. Et moi, je croyais que c'était réservé que aux ressortissants de la MSA, mais a priori, non, c'est pour tous les aidants. Et là, en fait, on vous met à disposition un référent infirmier qui refait avec vous un point sur votre santé. Donc là aussi, je vous mettrai le lien en description, enfin, parce que c'est aussi intéressant. Ça peut être une piste pour faire un point sur sa santé. Et puis, organiser son suivi médical, moi je trouve que c'est aussi plus facile quand on a un dossier médical qui est bien organisé. Alors, on peut évidemment mettre en place mon espace santé donc en format numérique, hein, c'est assez bien fait, mais je trouve que même si on a son espace santé, des fois, il faut quand même savoir organiser tout ce qui vous reste en papier. Donc, j'ai fait un article pareil sur le blog d'Altémis pour vous faire réfléchir un peu à la façon dont on organise le dossier médical. Parce que vous voyez, quand j'étais au centre de prévention, je voyais un peu de tout dans les dossiers médicaux. Des fois, il y avait des gens, ils n'en avaient pas. Il y en avait, ils venaient avec des sacs plastiques où tout était mélangé. Il y en avait, ils venaient avec des attachés-caisses où c'était vraiment tout bien rangé. Enfin, il y a un peu de tout. Et moi, je trouve que quand même, enfin, voilà, savoir où on en est, c'est aussi classer ces documents médicaux parce que ça permet de mieux suivre sa santé. Je voulais vous parler aussi, enfin refaire un petit focus sur le stress, même si la dernière fois on vous a déjà parlé de santé mentale. Déjà pour vous rappeler ce que c'est que le stress. Le stress c'est quelque chose qui est très utile, hein. C'est une fonction qui date vraiment du tout début de l'humanité et qui avait une première fonction au départ, c'était de pouvoir être suffisamment en alerte pour fuir ou pour se battre, hein, quand on avait des prédateurs. Donc il faut bien se rappeler qu'à la base, le stress, c'est ça, c'est vraiment un état réactionnel de l'organisme qui est soumis à une agression brusque. Mais vous voyez que du coup, le stress, en principe, c'est censé être quelque chose d'aigu. Et là où ça devient compliqué pour le corps, c'est quand on a un stress qui perdure dans le temps. Et en fait, votre corps, il va passer par 3 phases différentes. Alors, la première phase, au tout début du stress, c'est quand on est justement en phase d'alarme. Donc là, votre corps va libérer de l'adrénaline et puis vous allez être vraiment en mode je me bagarre ou je fuis. Donc, on augmente le rythme cardiaque, la pression artérielle augmente, la fréquence respiratoire aussi. Il y a une redistribution du flux sanguin vers les organes qui sont faits pour justement vous aider à fuir ou à vous battre, hein. Donc les jambes, les bras, on est en hypervigilance sur l'audition, etc. Mais du coup, cette redistribution du flux sanguin, elle est au détriment des autres organes qui sont jugés moins utiles pour la défense et puis la fuite. Donc vous voyez qu'il y a certains organes qui peuvent être un petit peu délaissés. Après cette phase d'alarme, il va y avoir une phase de résistance, c'est-à-dire que si vous continuez à être stressé, en fait, le corps va libérer cette fois-ci du cortisol pour essayer de faire monter le niveau de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie, pour continuer à pouvoir alimenter votre machine. Pareil, toujours dans un mode je me bagarre ou je fuis. Et si on continue à être stressé sur le long terme, en fait, le corps va rentrer dans une phase d'épuisement parce que, encore une fois, le stress, c'est pas censé être quelque chose qui se prolonge comme ça sur la durée. Donc, votre corps, il va commencer à être débordé par ces signaux-là et il va s'épuiser. Et là, on commence à avoir des complications. On peut, enfin voilà, pareil, encore une fois, choper toutes les maladies qui traînent, etc. ou avoir d'autres manifestations qui montrent que que le corps souffre du stress prolongé.
Et il y a un outil qui est très utile pour essayer de faire baisser le niveau de stress, c'est la cohérence cardiaque. Et je vous ai mis cette infographie-là qui est faite par le professeur Claire Mounier-Veillé, qui a fondé Agir pour le cœur des femmes, qui explique bien en fait comment on peut mobiliser la cohérence cardiaque avec la méthode qui s'appelle 3-6-5. C'est-à-dire c'est une méthode de respiration, hein, la cohérence cardiaque, que vous pouvez utiliser 3 fois par jour en essayant de faire 6 respirations par minute. Alors, soit 5 secondes à inspiration, 5 secondes à l'expiration. Moi, j'avoue que je préfère faire 4 à l'inspi, 6 à l'expi, parce que 5-5, j'ai l'impression de faire un peu le petit chien, j'aime pas trop, mais enfin, grosso modo, hein, une respiration complète pendant 10 secondes, et puis 5 minutes par jour. Et si vous voulez commencer à pratiquer, que vous ne savez pas trop comment faire, je vous ai mis des exemples d'applications pour pratiquer. Vous avez par exemple Respirelax, qui est une application qui a été proposée par les termes d'Alvar, où vous avez une espèce de petite jauge qui monte et qui descend et qui vous permet de suivre le rythme auquel vous respirez. Et puis sur l'application Petit Bambou, vous avez aussi des exercices pour pratiquer la cohérence cardiaque. Donc ça, vraiment très puissant sur la gestion du stress. Et puis, dernier point pour finir sur cette présentation, voilà, c'est vous rappeler aussi qu'en tant qu'aidant, il faut être vigilant sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques si vous êtes amené à manipuler votre proche ou si enfin, voilà, vous faites des gestes répétés. Donc, c'est intéressant de se former à tout ce qui est gestes et postures. Alors, ça peut être auprès de professionnels, notamment les kinés, les ergothérapeutes. Et vous trouverez aussi sur le site du collectif Je t'aide des petites vidéos, alors qui n'ont pas forcément été imaginées pour des aidants de proches handicapés, hein. Vous verrez que des fois dans les vidéos, c'est avec des personnes âgées, mais pour vous expliquer, ben voilà, ça marche aussi, c'est pour vous expliquer certains gestes, comme par exemple utiliser un lève-malade, faire des transferts fauteuil-lit, sans se faire mal et sans faire mal à la personne que vous mobilisez. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, que quand on devient aidant, on n'est pas un professionnel de santé, on n'a pas eu les formations adéquates et souvent on fait du mieux qu'on peut, mais voilà, faire du mieux qu'on peut, c'est aussi essayer de faire sans se faire mal, encore une fois, dans l'idée de pouvoir accompagner dans la durée. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui et puis bah, on aura l'occasion de me poser, enfin, de répondre à vos questions par la suite. Je laisse la main à Estelle. Alors bonjour, je m'appelle Sigrid Jo, je suis administratrice au collectif Je t'aide et finalement c'est moi qui vais présenter les slides du département du Val-de-Marne qui devait donc demander d'organiser ce webinaire sur la santé des aidants. Et du coup, c'est l'occasion aussi de présenter les services et les espaces d'information et de conseil qui sont à disposition dans le 94. Alors, sans doute les connaissez-vous, mais c'était important de vous les montrer d'une sorte de boîte à outils, en fait, qui vous permet d'aller chercher de l'information et du conseil, par exemple dans les espaces autonomie, dont la mission, c'est informer, c'est aider à constituer les dossiers, assurer un conseil technique et puis aussi accompagner des bénéficiaires isolés. On peut les joindre par mail ou par téléphone. Et bien entendu, vous retrouverez toutes ces informations sur le site du collectif Je t'aide. Il y a un autre espace d'information qui est bien sûr la MDPH, qui est un lieu d'accueil et d'information et qui est aussi joignable aussi bien par téléphone et vous pouvez aussi vous déplacer pour poser vos questions et vous serez accueillis. Alors, dans les conseils, il y a aussi différents livrets et différents événements. Donc, par exemple, le guide des aidants, vous pouvez le télécharger directement sur le site de S'entraider et ça va vous donner des adresses sur les lieux d'information qu'on trouve sur le territoire avec des espaces d'échange, les formations aussi qu'on peut trouver quand on est aidant et puis les liens de répit. Sachez également que le département du Val-de-Marne organise différents événements autour et pour les aidants.
On a eu d'ailleurs le plaisir de participer à la Journée nationale des aidants en octobre 2025. Et vous voyez que l'objectif, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser sur notre thématique des aidants et puis aussi de créer du lien. Ça, c'était pour vraiment l'aspect plus physique et les lieux où se rendre. Il y a également des sites web et des pages web sur le site du Val-de-Marne qui sont consacrés aux proches aidants avec différentes thématiques. Donc des thématiques qu'on a abordées, nous, pendant les différents webinaires et puis aussi de manière plus large. Et puis, vous pouvez aussi, si vous êtes dans le 94, vous abonner à la newsletter Autonomie qui traite des sujets donc forcément liés à l'autonomie, mais aussi aux aidants. Et puis, il y a des webinaires d'information qui sont organisés au fur et à mesure de l'année. On a fait donc différents temps d'information par le biais de ces webinaires. Et ils sont tous à revoir si vous n'avez pas eu l'occasion d'être avec nous pour les deux précédents. Voilà pour une présentation rapide des dispositifs qui sont menés par le département du Val-de-Marne. Il y a aussi des solutions de maintien à domicile, comme la téléassistance, des professionnels du domicile aussi qu'on peut solliciter et qui sont autorisés sur le territoire. Et puis des solutions aussi d'adaptation du logement et des solutions de mobilité que l'on peut solliciter. Dans ces solutions de soutien, il y a aussi un soutien moral par Val Écoute, système de téléassistance, et puis aussi un soutien psychologique et individuel des aidants qui est proposé, ainsi que des groupes de parole. Donc, vous voyez, là, je vous le dis très rapidement, mais ces différentes solutions de soutien, vous pouvez les solliciter et les retrouver sur le site internet du département du Val-de-Marne. Il y a donc différentes actions qui sont soutenues par la Commission des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie du Val-de-Marne. Et donc ça, chaque année, ça permet de mettre en place des actions qui apportent de l'aide et de l'information pour les aidants. Et il y a aussi donc une page qui est consacrée sur le site du département à toutes ces actions. Voilà pour la présentation très succincte des dispositifs qui sont proposés par le département du Val-de-Marne. Nous avons une petite dizaine de minutes pour échanger. Je vais arrêter le partage de mon écran et puis aussi arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse prendre vos questions sur le chat et y répondre. Et puis, si on a le temps, ensuite avoir un moment d'échange à l'oral. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Restez là. Moi, je ne fais juste qu'arrêter le partage et arrêter l'enregistrement.